En 1995, un homme nommé Alex Hildebrandt était assis dans une salle de réunion à Munich avec un problème, un gros problème. Il était chef de projet pour la prochaine M5, la successeur d'une icône, et la discussion s'enflammait. BMW devait-elle rester fidèle aux 6 cylindres, l'ADN, l'héritage, le son qui définissait chaque M5 depuis 1984, ou devait-elle oser un pas qui changerait tout? La division M était divisée. Karl-Heinz Kalbfell, le patron de l'époque, voulait un 6 cylindres, idéalement un 6 en ligne turbo, efficacité, tradition, l'âme de BMW. D'autres suggéraient même un V6, une configuration que BMW n'avait encore jamais construite, mais Alex Hildebrandt savait l'Amérique, le plus grand marché, le marché où la E34 M5 avait échoué, seulement 1476 exemplaires vendus, trop cher, trop compliqué, trop peu de cylindrée. Nous avions 2 options, se souvenait Hildebrandt, des années plus tard, un V8 ou un 6 cylindres turbo. La discussion coûta 2 ans, 2 années pendant lesquelles rien n'avançait, 2 années pendant lesquelles la concurrence dormait, et BMW devait prendre une décision qui scellerait le destin de la lignée M5. Finalement, le V8 l'emporta, non pas parce qu'il était plus efficace, non pas parce qu'il collait à la tradition BMW, mais parce qu'il était juste, parce que l'Amérique voulait de la puissance, parce que la cylindrée rimait avec plaisir, parce qu'un V8 de 5 litres était une déclaration. Les ingénieurs prirent le M62, le V8 de 4 litres 4 de la 540i, et le démontèrent. Nouveau bloc, plus grande cylindrée, de 4,4 litres à 5 litres. L'alésage passa de 92 à 94 mm, la course de 82,7 à 89 mm. Le taux de compression monta de 10,0 à 11,01, mais ce n'était que le début. Le point fort résidait dans les détails. 8 papillons d'accélérateur individuels, un pour chaque cylindre, le système d'admission commun, mais 8 valves papillons séparées qui réagissaient directement aux sollicitations de l'accélérateur, un système, le double Vanos, qui ajustait le calage des soupapes en temps réel, un système d'huile qui alimentait les 2 bancs de cylindres même dans les virages extrêmes, et un échappement qui sonnait comme une voiture de course en costume. Le résultat, 400 chevaux à 6600 tours minute, 500 Nm à 3800 tours minute, une plage de régime qui montait jusqu'à 7000 tours, absurdement haut pour un V8, et un son qui ferait envie même aux pilotes de Porsche. Le moteur reçut un nom, le S62, et il allait définir non seulement la E39 M5, mais aussi la BMW Z8, la voiture emblématique, l'icône de design, la voiture que James Bond conduisait dans Le Monde ne suffit pas et qui fut sciée en 2. Mais un moteur seul ne fait pas une M5. Les ingénieurs prirent la plateforme E39, déjà l'une des meilleures berlines de 100 ans, et l'améliorèrent. La suspension avait été composée de jambes de force McPherson, l'essieu arrière d'un système multibras, tout en aluminium pour réduire la masse non suspendue. Les ressorts furent plus durs, les amortisseurs plus fermes, les barres stabilisatrices plus épaisses, la direction, ironiquement encore, une direction à billes circulante, alors que le reste de la série 5 était déjà passé à la direction à crémaillère, fut rendu plus direct. Le résultat, une voiture qui pesait 1720 kg, mais se conduisait comme une voiture de sport. Une voiture qui sprintait de 0 à 100 en 5 secondes 3, officieusement,
4 secondes 8, certains tests montraient même 4,5 secondes et la vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h, sans limiteur, plus de 300 km/h. En mars 98, la E39 M5 fit ses débuts au Salon de l'Automobile de Genève. La réaction fut électrique. Car Driver l'appela la berline la plus désirable du monde. Autocar s'extasiait sur le meilleur châssis que BMW ait jamais construit. La presse spécialisée était unanime. Ce n'était pas une M5 normale, c'était un jalon. Mais ensuite vint la réalité. La E39 M5 coûtait 69 500 $ en Amérique, environ 135 000 marks en Europe. C'était beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent pour une berline qui de l'extérieur ressemblait à une 528i avec des passages de roues légèrement bombés, pas d'aileron arrière géant, pas de prise d'air béante, pas d'aileron sur le bouclier avant, seulement 4 sorties d'échappement discrètes et un badge M5, sobriété pure. Et c'est là que commença le dilemme qui allait faire de la E39 M5 un risque commercial et en même temps une légende. La concurrence ne dormait pas. Mercedes sortit la E55 AMG, initialement avec 354 chevaux d'un V8 de 5 litres 4, plus tard avec compresseur et 476 chevaux. Jaguar proposait la XJR avec 370 chevaux et compresseur. Audi ripostait avec la RS6 et ses 450 chevaux d'un V8 biturbo. Toutes avaient des boîtes automatiques, toutes étaient plus confortables, toutes étaient plus bruyantes, plus voyantes et plus agressives. Mais la M5 avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une boîte manuelle à 6 vitesses. Point final. Pas d'option automatique, pas de SMG, juste 3 pédales, un pommeau de levier de vitesse et le contrôle de chaque changement de rapport. Pour certains, c'était un obstacle, ceux qui étaient coincés dans les embouteillages de Los Angeles ou qui rampaient dans la ville de Londres ne voulaient pas embrayer. Les acheteurs de E55 appréciaient leur boîte automatique à 5 vitesses qui passait les rapports en douceur. Les conducteurs de Jaguar aimaient le secteur en J. La M5 était du travail. Mais pour ceux qui comprenaient, c'était de la poésie. Lorsque Car Driver effectua un test comparatif en 2000, M5 contre E55 contre XJR, la BMW gagna. Non pas parce qu'elle était la plus rapide, mais parce qu'elle était la meilleure. La direction était plus précise, le châssis plus communicatif, le moteur plus linéaire, la boîte de vitesse plus directe. La M5 n'était pas une machine à dévorer l'autoroute, rapide seulement en ligne droite, c'était un scalpel, un outil, une voiture qui dansait dans les virages, tandis que la concurrence peinait. 3 ans plus tard, en 2003, Car Driver répéta le test, cette fois avec la nouvelle E55 AMG suralimentée, l'Audi RS6 et la Jaguar S-Type R. La E55 était désormais la voiture de série la plus rapide qu'ils aient jamais testée, 0 à 100 en 4 secondes 3, la M5 toujours 5 secondes 3 officiellement. Et la M5 gagna à nouveau. 6 étés plus tard, écrivait le magazine, la M5 reste notre super berline préférée. Pourtant, malgré tous les lauriers, un problème persistait, le prix et les volumes de production. BMW construisit un total de 20 482 exemplaires de la E39 M5 entre 1998 et 2003, près de la moitié, 9 992 unités sont allées en Amérique du Nord. L'Europe reçut 7 895 exemplaires avec conduite à gauche et 2595 avec conduite à droite. Comparé à la E34 M5, dont seulement 1476 exemplaires sont arrivés en Amérique, c'était un succès, un grand succès. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produisit.
Les premières années après la fin de la production, les E39 M5 perdirent rapidement de la valeur. Une voiture qui se vendait à 75 000 $ en 2003 était disponible pour 20 000 $ en 2010. Certains exemplaires avec un kilométrage élevé ne coûtaient que 15 000 $. Les gens pensaient trop d'exemplaires construits, coût d'entretien trop élevé, trop vieille, mais ils avaient tort. Les années ont passé, l'industrie automobile a changé, les moteurs turbo ont remplacé les atmosphériques, les boîtes automatiques et à double embrayage sont devenues la norme, les voitures sont devenues plus lourdes, plus complexes, plus technologiques, le contact direct et non filtré entre le conducteur et la machine, ce que la E39 M5 incarnait, est devenu rare et soudain, les gens se sont souvenus. Ils se sont souvenus du son du S62 lorsqu'il hurlait à 6600 tours, de la sensation lorsque vous passiez la 6e à 180 km/h et que le moteur tirait encore, du fait que cette M5 tirait 400 chevaux de 5 litres de cylindrée sans turbo, sans compresseur, sans magie électronique, juste de la mécanique, juste de la physique, juste de l'ingénierie. Ils se sont souvenus que cette M5 était la dernière berline à boîte manuelle que BMW M ait construite avant que tout ne devienne SMG, DCT et automatique. Ils se sont souvenus que cette M5 avait été construite à une époque où les voitures étaient encore des outils, pas des ordinateurs roulants. Les prix ont commencé à monter, 30 000 $, puis 50 000, puis 80 000. Aujourd'hui, le prix moyen dépasse les 36 000 $ pour une voiture avec un kilométrage normal, des exemplaires bien entretenus avec un faible kilométrage, 100 000 à 150 000 $. Et puis, il y a les cas extrêmes. En 2018, une E39 M5 avec 437 miles au compteur a été vendue aux enchères pour une estimation de 150 000 à 180 000 $ chez Gooding & Co. à Pebble Beach. Le propriétaire avait acheté 2 M5 neuves, une pour conduire, une pour conserver. La seconde est restée 15 ans dans un garage climatisé, intact, non conduite, presque neuve. En 2021, Enthusiast Auto Group à Cincinnati a vendu une M5 de 2003 avec 3157 miles pour environ 200 000 $. Eric Keller, le fondateur, a déclaré à l'époque: si cette voiture était peinte dans une couleur plus rare, bleu Le Mans, rouge Imola, elle pourrait valoir entre 250 000 et 275 000 $. Une voiture qui se vendait 75 000 $ en 2003 est aujourd'hui un investissement de 6 chiffres. Pourquoi ? Parce que la E39 M5 incarne quelque chose qui n'existe plus. C'est la dernière M5 à moteur atmosphérique, la dernière M5 avec la boîte manuelle comme seule option, la dernière M5 construite à une époque où les voitures étaient encore des voitures, pas des smartphones sur roues. Elle est bonne, sacrément bonne. Le système double vanos peut être un point faible aujourd'hui, coûteux à réparer, sujet à l'usure, mais quand il fonctionne, il est brillant. Le S62 peut consommer de l'huile si vous le poussez, mais c'est le prix à payer pour 7000 tours. L'électronique peut avoir des caprices, mais c'est une technologie vieille de 20 ans. Pourtant, lorsque vous êtes assis derrière le volant, que vous démarrez le moteur, que vous embrayez, que vous passez la première et que vous accélérez, alors vous comprenez. Vous comprenez pourquoi Karen Driver l'a déclaré meilleure super berline 6 ans après son lancement. Vous comprenez pourquoi les collectionneurs paient 200 000 $ aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi beaucoup disent c'est la meilleure M5 de tous les temps. Pas la plus rapide, pas la plus légère, pas la plus avancée technologiquement, juste la meilleure. Parce qu'elle alliait tout. Performance sans arrogance, luxe sans compromis, émotion sans drame. C'était un loup déguisé en mouton, une voiture de course de gentleman, une voiture qui vous emmenait au travail le matin et sur le circuit le soir.
Aujourd'hui, la E39 M5 se range aux côtés des très grands, non pas parce qu'elle était la M5 la plus rare, non pas parce qu'elle était la plus chère, mais parce qu'elle a tenu une promesse que BMW avait faite à l'époque, c'est la berline sportive ultime. Elle était trop discrète pour les frimeurs, trop complexe pour les conducteurs occasionnels, trop honnête pour une industrie qui commençait déjà à privilégier le confort à la compétence, et c'est précisément pourquoi elle est aujourd'hui ce qu'elle aurait toujours dû être, une légende, une voiture qui n'a pas été construite pour être admirée, mais pour être conduite par des gens qui comprennent que 400 chevaux provenant de 5 litres sans suralimentation valent plus de 600 chevaux provenant de 4 litres avec turbo, par des gens qui savent qu'une boîte manuelle n'est pas obsolète mais essentielle, par des gens qui sont prêts à embrayer dans les embouteillages parce qu'ils savent ce qu'ils en tiennent en retour sur la route de campagne. La E39 M5 n'est pas devenue une victime du temps, elle est une victime de son succès. Elle est arrivée trop tôt, à coûter trop cher, à exiger trop, mais elle avait raison et l'histoire lui a donné raison. Aujourd'hui, les collectionneurs la conduisent lors des track days, la gardent dans des garages climatisés, l'assurent comme des œuvres d'art, non pas parce qu'elle est rare, 20 482 exemplaires c'est beaucoup, mais parce qu'elle est vraie, parce qu'elle n'a fait aucun compromis, alors que tout le monde autour en faisait. Et c'est peut-être la plus grande ironie, BMW voulait prouver que la E39 M5, que l'on pouvait mettre un V8 dans une M5 sans perdre son âme, ils l'ont prouvé et le monde n'était pas prêt. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, la E39 M5 est ce qu'elle aurait toujours dû être, la référence, le benchmark, la M5 à laquelle toutes les autres sont mesurées, 400 chevaux, 5 litres, 6 vitesses, une légende.